À la future America's Cup, ça fait 1 an et demi avec Bruno, mon frère. On a démarré, non pas l'envie, mais en tout cas l'idée de la possibilité ou de la faisabilité quand on a eu confirmation, avant même d'ailleurs, mais que les prochaines Coupes de l'Amérique allaient passer en multicoque. Ça demande aujourd'hui les budgets, c'est comme dans tout, hein. Il faut avoir le temps de dépenser, estimer la valeur des choses et en avoir une certaine. Tout dépend de la manière dont on se présente. En gros, la Coupe de l'Amérique, quand on veut y participer aujourd'hui avec Energy Team, c'est l'équivalent d'un avant-bras de footballeur. C'est vrai que c'est forcément ce qu'il y a de plus cher en termes de budget, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus d'exposition. La Coupe de l'Amérique, c'est le plus vieil événement sportif du monde. C'est théoriquement l'écrin dans lequel les partenaires sont les plus rassurés, en tout cas ont une certaine capacité justement d'amortir leurs investissements. Mais il faut nous-mêmes être rassurés. En tant que vendeur d'histoire, il fallait être rassuré, et depuis peu on l'est, paradoxalement. L'ancien format de la coupe, depuis 150 ans, a évolué, évidemment, et là, d'un seul coup, c'est pas une évolution, c'est une révolution qui vient de se passer, dont on a eu les confirmations il y a quelques jours à peine à Cascais, lors de la première épreuve préliminaire de la future coupe. Il y a d'abord une envie, il y a plein de manières de se présenter, ou bien, dans la Coupe de l'Amérique particulièrement, il y a depuis 150 ans, ça a toujours été une histoire d'une personne, si possible fortunée, qui avait un peu d'amour pour le bateau et une envie d'exister. Je l'ai souvent dit, mais l'analyse des participants à la Coupe, je parle bien des financiers, hein, ou des armateurs au sens noble du terme, c'est d'abord des gens qui ont réussi économiquement. C'était le cas de Sir Thomas Lipton, de Vanderbilt, de Ted Turner éventuellement, de Bertha Reilly plus récemment, ou de Larry Ellison. Donc ce sont des gens qui ont réussi économiquement et qui veulent s'affirmer socialement à travers une passion. Ça, c'est un schéma, c'est le schéma qui correspond à 90% de tous les acteurs de la Coupe depuis 150 ans. Et puis il y a le schéma totalement opposé, qui est celui de marins, qui sont donc pas fortunés par principe, et qui veulent apporter leur talent au service d'une équipe, d'une nation, pourquoi pas, et qui, pour ce faire, cherchent des moyens beaucoup plus conventionnels, c'est-à-dire commerciaux, surtout en France, par le biais de ce qu'on appelle le sponsoring, qui n'est pas un gros mot, mais qui est pas joli. Et voilà, donc ce sont deux mondes totalement différents. C'est ou bien une passion personnelle avec des moyens personnels sans aucune espèce d'idée de rentabilité, ou bien c'est tout le contraire, et c'est d'abord de la rentabilité, ce qui fait que c'est jamais facile de trouver le premier centime qui va entraîner le second. Ça veut dire que ça part, pour répondre à ta question, par un groupe de personnes qui ont une envie. Ça part d'abord des marins, évidemment, lesquels ont même un réseau, et ces réseaux-là font que ça forme un groupe. Et ça ne forme pas une équipe, ça forme un groupe de gens qui réfléchissent, qui investissent de leur temps, de leurs moyens parfois, et c'est ce qui se passe avec Energy Team. C'est qu'on a, autour de Bruno et moi, on a généré, et nous-mêmes, on est une molécule attractive qui fait qu'on a pas mal de gens qui travaillent avec nous déjà, sans pour autant être rémunérés. Alors là, ça dépend. Le nouveau format de la Coupe de l'Amérique en multicoque fait que, pour essayer de pallier au manque, à l'absence culturelle multicoque ailleurs qu'en France et dans certains pays, intelligemment, l'organisateur, qui est donc le détenteur actuel, à savoir Oracle, Larry Ellison et Russell Coutts, le skipper, ont décidé de créer une flottille de petits monotypes, de One Design, des catamarans de 45 pieds, qu'on appelle les America Cup 45, là c'est 45. Tout le monde a le même bateau. Certains, les top teams, ont eu le temps de s'entraîner depuis 6 mois, et c'est pas le cas des petits. Nous, on a découvert le bateau il y a quelques jours, ou presque. Mais à bord de ces AC45, on est 5 navigants, plus un invité en permanence. Ça permet pendant les 2 ans qui viennent de faire se confronter toutes les équipes. Et à partir du début de l'année prochaine, 2012, on va commencer à construire. Toutes les équipes doivent le faire. Ceux qui ont des moyens en feront peut-être 2, nous on en fera peut-être qu'un. On construit le bateau, le catamaran, spécifique pour la Coupe de l'Amérique elle-même, qui aura lieu en 2013. Et c'est un bateau qui fera 72 pieds, qui est 2 fois plus grand, et à bord duquel on sera 12. Il y a énormément de changements.
et d'évolution dans les règles et les règlements de la Coupe de l'América, pour plein de raisons, parce qu'on change d'air, ça se révolutionne, parce que c'est du multicoque alors que c'était du mono, parce que le multicoque est en tout cas, les spécialistes dans la conception de ces bateaux sont plutôt français, depuis 20 ans maintenant. On est les seuls à faire du multicoque depuis des années, ça ne veut pas dire qu'on soit les seuls à savoir en faire, loin de là. Les bons marins s'adaptent à n'importe quel support, et les bons marins, ça c'est sûr, il y en a partout. Mais c'est vrai qu'en termes de conception, c'était ça. Alors, la vieille règle de l'América, qui était pas mal d'ailleurs, c'était d'imposer le fait que les bateaux soient construits dans chacun des pays, mais la mondialisation est ainsi faite qu'il y a beaucoup de pièces d'accastillage qu'on ne trouve que dans certains pays qui sont spécialisés. Les winches sont faits plutôt aux États-Unis, certains en Italie, les voiles, certaines, c'était le problème avec Alinghi et Orac l'année dernière. Il y a plein de domaines dans lesquels il y a des spécificités locales et qui rendraient le jeu totalement inéquitable si on imposait une construction à 100% dans chaque pays. On dispose d'un soutien juridique énorme par un cabinet d'avocats qui s'appelle Salan, qui est installé dans le monde entier, particulièrement à New York, sur la côte ouest des États-Unis aussi, et dont le président s'appelle François Château, qui est un mec adorable, qui nous donne un coup de main énorme. Et on a toutes ces troupes en soutien. Ce qui est indispensable. Dans la coupe, il faut réellement un gros soutien juridique, parce que pour l'instant tout va bien, tout le monde s'aime bien, parce que c'est le début, on est 3 ans avant, et puis on est tous en mode découverte, on va dire. Mais on sent très bien, évidemment, que la moindre virgule doit être analysée, comme dans tous les contrats, et particulièrement sur la coupe. Il y a toujours eu des travers juridiques parfois. Donc, c'est pas forcément la partie qui me plaît le plus, moi. De ce point de vue-là, on est bien armé. Il faut être armé dans toutes les phases du jeu. Un bon architecte ne suffit pas s'il n'y a pas de bon marin. Un bon marin tout seul, ça ne sert à rien. Et l'ensemble d'une équipe de conception ne sert à rien si elle n'a pas un soutien juridique qui lui permet d'anticiper sur les mauvais coups et les bons coups d'ailleurs. Après, sur la partie structure, aujourd'hui énergétique et structurée potentiellement en société, une structure classique en SA, qui n'est pas encore tout à fait finalisée. Il n'y a pas une grande urgence à le faire aujourd'hui tant qu'on n'a pas encore trouvé les partenaires majeurs à qui on laisse la porte ouverte, une partie de la porte ouverte pour faire partie de la structure, ce qui est important, de faire partager l'avenir, un avenir qu'on a en commun. Il est logique que temporairement en tout cas, les partenaires économiques aient leur mot à dire, ou en tout cas une certaine présence. C'est pour ça que ça reste ouvert. Et ensuite il y a une partie juridique un peu plus décalée qui concerne surtout dans les investissements bateaux, la partie armateur, au sens noble du terme, des montages économiques et juridiques classiques. Aujourd'hui, il n'y a pas de salariés, nulle part. En tout cas, il y en a même très peu qui sont... On n'est pas rémunérés depuis 1 an et demi. On travaille là-dessus avec Bruno, bien sûr. Ni lui, ni moi, ni personne d'autre. Et la partie des équipiers, puisque c'est la force vive, c'est ce qui fait fonctionner en tout cas le programme AC45, dans les années qui viennent, grâce à Corom, qui est notre premier partenaire majeur, en tout cas notre premier partenaire. Ça permet tout doucement de commencer à payer nos garçons, même si on leur a dit, attention les gars, vous venez avec nous à risque. Et c'est bien aussi, de ne pas avoir de moyens, c'est pas mal, parce que ça fait un tri parmi les motivations des uns et des autres. C'est vrai que c'est une différence. Il est clair que chez nous, la motivation, ça ne peut pas être l'appât du gain, parce que c'est pas énorme. Mais la plupart des équipiers potentiels, des navigants, sont des prestataires. Il ne faut pas oublier que la Coupe d'América, c'est un yacht club, à la base. Et c'est toujours. Ce sont des yacht clubs qui se lancent des défis. Il y en a un qui a la coupe et puis les autres qui l'attaquent. Et les yacht clubs répondent, en général, en déléguant leur position, justement juridique, de détenteur ou en tout cas de personnes qui défient, à diverses entités, sportives ou non, mais ça pourrait être à l'État directement, ça pourrait être... Et à chaque événement, on remplit des questionnaires assez précis. Et je ne sais pas, alors je ne sais pas si on fait déjà partie de la législation la plus poussée dans le domaine ou pas, j'en ai aucune idée. Déjà, fort heureusement, en matière de voile, les cas sont beaucoup plus rares, ce qui n'empêche que ça peut arriver, particulièrement sur la coupe d'ailleurs, qui redevient un sport extrêmement physique. Mais ça n'empêche que, bien sûr, même s'il y a une certaine solidarité vis-à-vis de tous les navigants, les uns envers les autres,
il y a une grande responsabilité, ils en sont tous conscients, on en est tous conscients, bien sûr. D'accord. Et c'est pas la seule, ce serait pas la seule cause, non pas de licenciement pour les personnes qui ne sont même pas payées, mais enfin en tout cas du fait qu'ils ne font plus partie d'un groupe. D'accord. Il y en a d'autres. D'accord. Potentiel comme dans n'importe quelle entreprise, si on raconte des conneries, si on ne fait pas bien son boulot, ça reste un domaine sportif dans lequel l'excellence et la rigueur, impérativement, ça ne veut pas dire être le meilleur, parce que c'est toujours en mode comparatif ça, mais il faut garder énormément de souplesse, ça c'est sûr. Et puis tout le monde en est conscient, tout le monde. Il n'y a aucun poste qui soit figé, il y a du mien à celui de Bruno, à tous les postes, il faut impérativement rester le plus libre possible de faire évoluer les choses. Alors j'ai pas fait beaucoup de records, en fait. Non. Pas énormément. Moins que d'autres en tout cas. Mais là, les records, c'est assez simple. Donc il y a ou bien ce que Bangkok n'avait jamais fait, avait jamais participé à des courses jusque-là, mais seulement à des records. Donc le trimaran Banque Populaire, le grand bébé, lui, il est déjà détenteur du record de l'Atlantique avec Pascal Biligori, son équipage à l'époque, l'année dernière, du record de la Méditerranée, du record en 24 heures, et avec moi depuis peu du SNSM, ça c'est une course, Saint-Nazaire-Saint-Malo, enfin Sainte-Marie, de quoi encore, du Tour de l'Angleterre et du Fastnet. L'homologation d'un record, il y a un organisme qui s'appelle le World Speed Sailing, je ne sais pas trop quoi, Offshore Association, un truc comme ça, WSR, SSR, c'est Council, ça doit être ça, qui depuis des années homologue les records à la voile. Aussi bien sur 500 mètres, avec les kites, les hydroptères, les machins, que les courses au large. Donc ils prennent ou les résultats des courses et extraient le meilleur temps de la course. Donc pendant longtemps, moi j'avais le record de Québec-Saint-Malo, par exemple, de la course Québec-Saint-Malo sur Fujicolor, ou le Fastnet. On avait, jusqu'à il y a quelques jours, le record du Fastnet sur Fuji, qui datait de 99, et qu'on a battu avec Bangkok. Mais le meilleur temps sur le parcours, il y a aussi une autre manière. On peut refaire demain matin le parcours du Fastnet, le parcours de la course, et essayer d'améliorer le temps. Ce ne sera pas pendant la course, mais ce sera un record. Voilà. Donc à chaque fois, il faut payer. Ça c'est la première chose, comme toute homologation, il faut une petite dîme, qui coûte assez cher d'ailleurs pour le coup. Donc c'est le cas pour les Jules Verne, c'est normal aussi parce qu'il faut des personnes, ou bien c'est une course, et à ce moment-là c'est le comité de course qui définit les timings, ainsi de suite, ils sont homologués pour le faire, ou mandatés pour le faire, ou bien il y a des personnes, par exemple il y a un Français qui est toujours un mec sympa comme tout, qui va à Ouessant à chaque fois qu'il y a un départ de Jules Verne, par exemple cet hiver avec Banque Populaire, on sera au large de Ouessant, on prévient, on a déjà payé à l'avance, en disant on risque de tenter le trophée Jules Verne cet hiver, donc hop, on les prévient au moins 48 heures à l'avance, si possible. Et puis là, ils se mettent, ils prennent le chrono et puis ils attendent 45 jours plus tard et ils reprennent le chrono.